Bonjour Alexandre Astier. Bonjour. Bienvenue déjà. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui. On va évoquer plein de choses ensemble. On ne te présente plus, mais quand même, Mais quand même si. Mais quand même. Non, mais c'est bien de le rappeler éventuellement pour certains. T'es scénariste, t'es réalisateur, t'es acteur, t'es compositeur et tant d'autres casquettes, tant d'autres rôles dans plein de projets différents. Tu as multiplié les créations ces dernières années, au théâtre notamment avec l'Exoconférence, dans l'animation notamment avec Astérix et Obélix. Mais tu es évidemment connu pour une série devenue culte. On parle évidemment de Kaamelott, devenu un film avec le deuxième volet qui sort dans quelques jours au moment où on enregistre, qui sort le 22 octobre. Bref, tu es un créateur, un créatif avec une curiosité qui est contagieuse et dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, on voulait vous parler de notre partenaire Boursobank qui nous permet de réaliser cette vidéo. Boursobank, c'est une banque qui mise sur la simplicité et la rapidité. Tout se fait directement depuis l'application sur votre téléphone, autant pour ouvrir un compte que faire un virement ou que gérer vos plafonds. Ça se fait en quelques clics. Et en plus de gagner du temps, vous gagnez aussi de l'argent puisque c'est la banque la moins chère du marché depuis 17 ans. En 2024, ses clients ont payé moins de 10 € de frais bancaires en moyenne par an contre 228 € en moyenne en France en 2025. Pour continuer de faire des économies, Boursobank a d'autres avantages. Par exemple, les paiements à l'étranger sont sans frais et grâce à sa marketplace intégrée, il est possible de profiter de réductions, de bons plans et de cashback chez plus de 150 enseignes partenaires. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir un bonus de bienvenue pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Les conditions s'affichent à l'écran et on vous met le lien en description. Avec tous les projets sur lesquels tu as eu l'occasion de travailler ces dernières années, est-ce qu'à l'approche d'une nouvelle sortie, comme ici l'approche d'un film, tu as encore le trac, tu as encore l'appréhension ou tu as une forme de confiance qui s'est construite au fil du temps ? Ni l'un ni l'autre. C'est ni de la confiance, mais pas de trac non plus. Et il y a... Après, bon, les gens peut-être savent pas, mais il y a vraiment un moment où on est départi de ce qu'on a fait, en fait, c'est le moment où ça sort. C'est-à-dire que moi, ça fait des mois et des mois et des mois que je fabrique ce truc-là. Et s'il y a bien une date à partir de laquelle je ne peux plus rien y faire, c'est quand ça sort. Donc pour moi, c'est fini. J'ai pas le trac. Si ça marche pas, ce sera dommage. Si ça marche, je serai content. Mais la chose ne m'appartient plus, quoi. C'est vrai que c'est des projets, quand il y a une date de sortie limite, que ce soit pour un film, que ce soit pour tout un tas de choses, certaines personnes ont cette façon de penser, de se dire « je pourrais toujours faire ça ou ça, je pourrais toujours ajuster jusqu'au bout ». Toi, tu es dans cet état d'esprit en général sur tes projets ? Oui, ce qui me pousse d'ailleurs à aller travailler quasiment jusqu'au jour de la sortie. Oui, après, c'est très frustrant, hein, le montage. Parce que moi, je monte et en plus, je monte chez moi. Peut-être que ceux qui doivent appeler des gens, aller dans un bureau de montage, avoir les clés, le truc ferme à 19h, j'en sais rien, peut-être. Mais moi, c'est chez moi. Donc, il suffit que je me lève, je me fais un café et je recommence, quoi. La tentation de perfectionner les choses. Sachant qu'il n'y a pas de montage parfait. Donc, tu peux avancer tant que tu veux, quoi. Il faut arbitrer au bout d'un moment. Et forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont très, très attachées à ton travail. Là, on parle évidemment de Kaamelott, mais ça vaut pour tout un tas de projets. Cette attente-là, est-ce qu'elle pèse d'une certaine façon sur ton travail ? Comment est-ce que tu le ressens ? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses ? Je pense que j'ai le réflexe, je ne sais pas si c'est un bon réflexe ou un mauvais, mais j'ai le réflexe de me dire que là où on m'attend, c'est pas là où il faut que j'aille. C'est très, très dangereux d'être attendu. C'est un privilège. Quand déjà faire une saga qui dure sur plus de 20 ans, c'en est un. Être attendu par des gens qui en espèrent beaucoup, c'en est un autre. Cependant, moi, mon boulot, c'est pas de faire ce qu'on attend de moi. Au contraire, c'est d'être là où il y a que moi qui peux aller, presque. Donc, c'est une présence. Je sais que les gens, certaines personnes attendent ce que je fais, mais j'ai tellement conscience que je dois me concentrer sur faire ce que je dois faire, que c'est très important que ça ne joue pas, que ça n'influe pas sur ce que je fabrique. Donc, normalement, ça va, je suis protégé. Et pourquoi, du coup, cette envie toujours d'aller là où les personnes ne t'attendent pas ? C'est un besoin personnel de créer des choses nouvelles constamment. C'est le sentiment que du côté du public ou de ceux qui vont suivre tes projets, il y a cette envie, en fait, même si elle n'est pas toujours exprimée, mais de vouloir voir des nouvelles choses ? Je pense que quand on aime beaucoup quelque chose, comme ça a pu nous arriver, je ne sais pas ce que tu as aimé, Friends ou un truc comme ça, en fait, on n'est pas les meilleurs inventeurs pour ça quand on aime quelque chose. On est plutôt sur la nostalgie, on aime plutôt ce qu'il y avait avant que ce qui vient de sortir. Moi, avec Kaamelott, je l'ai beaucoup ressenti. Les nouvelles saisons, d'autant qu'elles changent un petit peu à chaque saison, on change de ton. D'abord, ça choque un peu, ça surprend, on n'aime pas. Puis après, je sors une autre saison et celle qui n'avait pas été aimée avant, d'un coup, ça devient la préf. Et puis, c'est la nouvelle qui surprend. Je pense que les gens qui aiment beaucoup quelque chose
parle plutôt de celui qui est avant. Moi, mon but, c'est de parler de ce qui vient. Donc, forcément que je cherche pas à être inattendu. Je le suis par nature parce que je m'occupe pas du même, en fait. Je m'occupe du prochain, moi. Et c'est passionnant parce que c'est vrai que c'est une tendance, c'est quelque chose, un questionnement qu'ont tous les artistes et même au-delà des artistes. Alors oui, pour les artistes, on peut penser à quelqu'un qui sort un album, il devient connu avec un album, puis après il veut éventuellement faire autre chose, mais même dans des domaines de, je sais pas, on parle de design d'une application ou d'un réseau social ou de je ne sais quoi, ou un logo qui change, on voit qu'il y a ces mêmes retours. Il y a ce truc de qu'est-ce que vous avez fait, revenez à l'ancien, c'était beaucoup mieux avant. Et finalement, 2-3 ans après, on se dit mais non, mais évidemment qu'il fallait changer, quoi. Il y a un truc qui m'avait effrayé qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à propos de Sonic, le film. Tu sais, Ouais. il y a eu une espèce de levée de bouclier d'une fanbase de Sonic par rapport à une image qui avait été envoyée par le réalisateur, je crois, Ouais, il me du semble. truc qui avait déçu. Pour un des films ou... Alors, le réalisateur n'est pas l'inventeur de Sonic, c'est pas le papa de Sonic, donc bon. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a terrorisé, c'est que le type a dit pardon et il a refait. Ça m'a... Je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut te laisser gueuler dessus en tenant le coup. Gros, tu peux pas faire ça, c'est trop dangereux. Alors peut-être que là, comme c'est vraiment l'exercice d'une commande, machin, il aimait peut-être bien Sonic, mais c'est pas son truc. Il y a peut-être des enjeux derrière aussi, industriels ou autres. Absolument, ouais. mais là, je pense que en ce qui concerne Kaamelott, j'ai l'impression que ce que je dois aux gens, c'est d'être sincère et authentique. Et pour être sincère et authentique, il faut que j'écrive et que je fabrique les choses au moment où je les fais. Et je n'ai plus l'âge que j'avais quand j'ai fait le premier, ni quand j'ai fait la première série il y a 20 ans. Je suis qui je suis aujourd'hui. Il faut que je fasse un truc en accord avec moi maintenant. C'est ce que je leur dois. C'est ma manière de les respecter la plus sincère que je trouve, c'est de faire les choses pour moi. Je pense que c'est Rick Rubin qui dit ça, tu vois, le producteur qui dit un artiste fait truc pour lui. Ça a l'air d'être une phrase un peu égocentrique, ça l'est pas. C'est que pour qui je le ferais sinon ? On dit les gens de Kaamelott, ils aiment bien ça. C'est pas vrai. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui préfèrent lui, et puis il y a des enfants, puis il y a des vieux, puis il y a des couples, et puis il y a des gens qui aiment ça pour un certain humour, il y a des gens qui aiment là. J'ai des enfants qui viennent me dire, mais quand est-ce qu'il va retirer l'épée ? Qui ont une véritable peur intrinsèque qui est plus liée à la légende ou des choses comme ça. Donc pour qui j'écrirais si je devais écrire pour les gens ? Ça n'existe pas. Donc il faut que j'écrive pour moi, je suis le seul que je connais là-dedans en fait. Ouais, il n'y a pas de bonne réponse si ce n'est soi-même et être en accord avec ce que l'on veut développer. On va en parler un peu après, mais on connaît ta passion pour l'astrophysique, l'astronomie, tous ces sujets-là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des liens, des parallèles entre la rigueur scientifique d'un côté et ton travail artistique et créatif, notamment dans le cinéma ? J'aurais adoré, je crois, être scientifique. Je ne peux pas répondre pour avoir une vie de scientifique. Je ne sais pas s'il est scientifique, mais en tout cas, être dans la chose qui s'expérimente, qui se vérifie et dans laquelle on essaye d'avoir un instinct sur quelque chose, puis d'aller vérifier que c'est vrai. Ce monde-là, ce monde de vérification, je pense que j'aurais été... Puis j'aime les résultats parfaits. Quand tu as une équation de maths se résout, c'est quelque chose qui me rassure. Et pour autant, je fais un métier qui est tout sauf ça. Je fais un métier qui n'est fait que d'incertitudes, qui n'est fait que de choses qui sont inachevées. On ne peut jamais dire qu'un montage est achevé. On ne peut jamais dire qu'une musique est achevée. On peut toujours l'orchestrer autrement. On peut toujours... Et la seule chose, c'est qu'à un moment, il faut le rendre parce que voilà, c'est fini. Mais c'est terrible pour moi de faire tout ça. Mais je sais que je dois le faire parce que je crois qu'est-ce qu'il faut se rapprocher. Il faut essayer de se rapprocher quand on fait mon métier du fait de bypasser le cerveau, d'essayer de passer à l'instinct. C'est très dur de faire parler l'instinct. Il y a des peintres, tu sais, ils peuvent tremper la main dans un truc, puis faire machin, et puis c'est ça. Ouais. Moi, pour faire un film, je peux pas tremper ma main dans un pot et faire ça. C'est long, et tout le monde le relit. Et on fait, et on tourne, et après, il faut le monter, et tout ça. Donc, c'est pas un geste artistique spontané. Pour autant, je crois que c'est ce qu'il faut rechercher. Et pour ça, c'est presque un boulot scientifique de dire, attention, on ne donne pas le fruit d'une réflexion, on donne le fruit d'un instinct. Et il faut aller le chercher, même quand les étapes sont multiples et longues, etc. Et c'est plus dur pour moi, c'est pas mon esprit, mais je suis content quand même de faire quelque chose qui m'est pas naturel. Voilà. Ouais. Non, mais c'est passionnant parce que du coup, c'est aussi une question d'équilibre entre cette forme d'instinct et cette forme de méthodologie ou de choses qui sont nécessaires, soit parce que le domaine dans lequel on est, le cinéma par exemple, comme tu l'as dit, nécessite des délais parfois, des investissements, des budgets à valider, donc des contraintes à tout point de vue, y compris matériel. Mais parfois, il y a aussi, j'imagine, des choses, quand on parle de construction d'un scénario, quand on parle de je ne sais quoi, des recettes ou des méthodologies qui peuvent aider d'une certaine façon. Donc, ouais, j'imagine que
l'équilibre à trouver et savoir se faire confiance pour se dire là c'est trop mon instinct qui parle ou là je suis trop scolaire, peut-être ça. Je pense que dans les études des techniques, si c'est ça dont tu parles un petit peu, les études de technique, par exemple, d'écriture, de scénario, tout ça, je suis tombé très amoureux de tout ça quand j'avais 28, 29 ans. Je suis parti à Londres à une époque où cette littérature n'existait pas vraiment en France. Je suis parti voir Vogler, je me suis intéressé, je me suis fait venir des livres qui n'existaient pas encore chez nous. Et en fait, je pense que il faut absolument les lire, puis les oublier. Et après, des choses ressortent, sans que tu fasses attention. Quand tu crées des trucs, tu arrives à les relier à telle ou telle notion, tout ça, mais avec légèreté. C'est juste une petite aide. Parce que malheureusement, ces techniques, dans un premier temps, si tu les suis à la lettre, elles ne font que t'enfermer, en fait. Elles t'empêchent de faire. Tu as l'impression que tu écris. C'est comme le contrepoint en musique. Le contrepoint, je parle du contrepoint tonal du 18e, de celui de Bach, est tellement rigoureux, il est tellement constitué de règles et d'interdictions, qu'à chaque fois que tu écris une note sur ta partition, tu te dis « Merde, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Et d'un coup, tu te dis « En fait, je suis obligé d'écrire la ligne comme ça, en fait. » Donc, en fait, il faut l'apprendre, et puis il faut le désapprendre, il faut l'oublier. Et du coup, quand tu l'as oublié, ton instinct peut parler avec. Mais c'est long. Ouais. Et l'autre exemple que j'ai, parce que j'ai l'impression que toute la vie est comme ça, finalement, je suis un pratiquant d'aïkido depuis longtemps. Okay. En aïkido, les techniques sont très complexes. Okay. Parce qu'il faut tordre le poignet dans un sens, de machin, faut pas... Au début, tu te dis, je vais avancer ma jambe ici, je vais machiner là, je suis en déséquilibre, tu te surveilles. Et quand tu fais ça, tu fais pas d'aïkido. Tu réfléchis à des notions qu'on t'a dites, et puis tu penses aux corrections de ton maître. Et puis à un moment, tu oublies, et il faut que ça se devienne un geste naturel. Et ce moment où ça devient un geste naturel, malheureusement, et je crois que c'est vrai pour tout, il n'y a rien d'autre que le temps. Il faut le temps de le bouffer, le temps de le digérer, le temps de l'avoir fini, et après, ça fait partie de toi. De créer une forme de distance après. Mais c'est comme oui, je sais pas, en école d'art ou autre, où ils apprennent à reproduire certaines œuvres pour ensuite, pas forcément faire ça toute leur vie et reproduire ce style, mais pouvoir s'en détacher et faire... cette sorte de dicton de faut connaître les règles pour pouvoir après Oui, je pense que c'est un dicton, mais il est pas entièrement faux. Et puis après, il y a aussi une histoire de gymnastique. Je crois qu'en aïkido, il y a un truc c'est que la répétition du geste, en fait qu'au bout d'un moment, tu n'y penses plus. Mais pour plus penser aux choses, en composition, en écriture, se rappeler que c'est pas sémantique. On n'est pas en train de raconter des choses sémantiques, on est en train de s'exprimer. Tout est de la poésie, en fait. Donc, faut pas faire gaffe au sens, il faut essayer d'y aller avec le cœur, avec tout ça. Mais il faut un aplomb terrible pour faire ça. Et dans un autre rôle où, justement, il y a cette question de la part, pas forcément d'improvisation, mais de spontané, de se saisir de quelque chose. Quand on parle des acteurs, j'avais lu ou vu, je sais même plus, que dans certains rôles et dans certains cas, tu donnais les dialogues un peu à la dernière minute, le matin même ou la veille, ou en tout cas juste avant de jouer aux acteurs. Est-ce que c'est cette idée aussi de se dire, il faut une dimension plus spontanée qui s'en saisisse? Est-ce que c'est autre chose? Pourquoi ce choix-là? Alors, je vais dire un truc. Tous les acteurs ne sont pas contents. Mais... De cette méthode, tu veux dire? Non. Alors, tous les acteurs ne savent pas forcément quoi faire d'un texte. Ouais. Il y a plein de gens qui pensent que si j'ai le texte, machin, etc., mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Par exemple, moi, la chose la pire qui puisse m'arriver, c'est quelqu'un qui a le texte très longtemps avant et qui le travaille tout seul et qui vient chez moi avec une musique figée parce qu'il se l'est plaqué tout seul. Si jamais on arrive à en proposer une autre, si jamais il me l'a fait en bleu, mais qu'il accepte aussi de le faire en orange, en vert, OK. Mais quand c'est incrusté une musique sur un texte, ça ne part pas comme ça. Et ils ne sont pas tous souples avec tout ça. Moi, je travaille comme ça quand j'ai un texte de quelqu'un d'autre. Je l'apprends pas beaucoup. Je l'apprends à la dernière minute parce que je veux comprendre où est le décor, je veux comprendre avec qui je le fais, je veux voir comment je suis ce jour-là, quel temps il fait, est-ce que j'ai mal quelque part, parce que c'est vivant tout ça. Je préfère louper une ou deux répliques et la refaire, mais qu'elle sorte de quelque chose de neuf, qu'elle soit neuve, et que j'ai pas à travailler pour qu'elle ait l'air neuve, mais qu'elle le soit un peu vraie. Et au-delà du fait que j'écrivais très tard parce que j'étais tout simplement en retard mais c'est vrai que dans les cas où j'ai donné le texte plus tôt, beaucoup plus tôt, il y a des gens qui étaient plus contents, parce que c'est plus rassurant, évidemment, parce que c'est un sacré exercice que je leur donnais d'apprendre tout à la dernière minute. C'est très dur. Il y a une forme d'exigence. En plus, je suis au mot près, donc je suis vraiment un enfoiré, je le sais. Mais simplement, quand même,
je dis oui, ok, je comprends, mais vous n'avez pas forcément été tous meilleurs avec le texte avant. Pas forcément. Ouais. Il y en a qui... D'ailleurs, mon père le dit. Hein. Mon père, il dit moi, j'aime bien avoir le texte au dernier moment. Hein. Okay. Il y en a qui aiment bien. Mais je sais que c'est pas confort, je sais que je demande beaucoup, je sais que c'est compliqué, mais j'aime bien travailler comme ça. J'aime bien travailler dans le direct, j'aime bien travailler... Ou alors de l'avoir appris un peu, mais sans musique, juste comme ça, les mots, pour que les mots sortent un peu plus facilement. Ça, d'accord. Mais surtout que tout reste à faire. Voilà, si tout reste à faire sur le plateau, pour essayer de rendre un peu ce moment vivant, parce qu'on n'est pas au théâtre quand même, tout ça est déjà bien mort, on va pas en plus enlever la spontanéité qu'on peut y mettre, donc ça fait partie des petites spontanéités qu'on peut rajouter à un truc, d'être un peu sur le vif comme ça, sur le bord de la... Ouais. Et tu sais, c'est quelque chose qui est pratiqué par d'autres réalisateurs ou d'autres... Parce que c'est la première fois que j'entendais cette méthodologie, et c'est vrai qu'en t'entendant, je vois très bien ce que ça peut apporter, mais... Alors, bon... Il y a aussi une autre petite différence, c'est que je fais pas de casting. C'est-à-dire que j'écris pas le personnage de Paul, et après, je vais fouiller toute la France pour savoir quel mec me fait le mieux le Paul. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que moi, j'écris pour les gens. Donc, si j'écris pour les gens, ça veut dire que si jamais... Déjà, il faut que j'obtienne leur acceptation de jouer avec moi sans texte. Il faut que je leur demande, ça te dirait de travailler avec moi en face? Bah ouais, pourquoi pas. Bon, bah, je peux écrire un truc, alors. Ouais, mais tu vas écrire quoi? On verra. On va voir, mais tu me fais confiance. En face, il sera en droit de me dire oui, je veux bien bosser avec toi, mais si jamais le texte que tu me files, je le trouve à chier, on fait quoi? Et du coup... Le matin du tournage. Ouais, c'est compliqué, et je l'entends. Mais pour autant, ça a un petit revers positif quand même, c'est que peut-être que ça leur va bien. Et que c'est plus facile à sortir quand on l'a eu même au maquillage le matin. Ouais. Parce que c'est peut-être, quand je me trompe pas trop, un petit peu fait sur mesure pour eux. Donc, c'est pas comme s'ils avaient à goinfrer un texte qui a été écrit pour 50 000 personnes, et voilà, quoi. Très, très intéressant. Et c'est vrai que sur Kaamelott, et pas que sur Kaamelott d'ailleurs, mais tu cumules des rôles, rôle de scénariste, réalisateur, acteur, compositeur. Comment est-ce que tu fais pour que ces casquettes alors, casquette, c'est pas le bon terme, mais tu as compris, ne se marchent pas dessus, et comment est-ce que tu parviens au bon équilibre? Comment tu arrives à gérer ça sur un projet aussi immense qu'un long métrage qui sort au cinéma? Déjà, j'ai des priorités sur les choses, et puis il y en a d'autres que j'ai pas. Il y a des choses auxquelles je tiens, et d'autres je peux être très souple dessus parce que ça m'intéresse moins. Enfin, il y a un truc sur lequel je suis assez sévère, c'est le rythme. Et en fait, le rythme des répliques notamment, et puis de ce qui se passe, comme je monte, c'est un rythme fabriqué, c'est un rythme un peu artificiel. Je n'attends pas à ce que ce rythme soit là sur le plateau. Sur le plateau, j'ai besoin qu'il y ait les ingrédients du rythme avec lesquels je puisse cuisiner après. Mais quand je sens que j'ai les ingrédients, même si quelqu'un, par exemple, m'a planté une réplique 30 fois et la 31e me l'a fait à moitié bien et la 32e me fait l'autre moitié bien, je sais que j'ai ce qu'il faut. Et je dis, c'est bon, on arrête. Alors que des fois, l'acteur se dit, ah ouais, je l'ai loupé et tout. Non, mais non, tu l'as pas loupé. Moi, je sais que je peux en faire un truc. Mais c'est vrai que c'est le rythme et la musicalité des choses qui priment. Donc, en fait, je suis au poste où je peux assurer ces fonctions-là. Mais il est évident que beaucoup de gens qui disent, je bosse tout seul, machin, pas du tout. Je collabore énormément avec des gens. Et d'ailleurs, souvent, quand on sait que je fais plusieurs casquettes, il y a des gens qui me disent « mais tu es très intransigeant ». C'est-à-dire que tu veux le résultat et tu veux le mépriser. Au contraire, quand j'ai affaire à des gens de talent en face, et Dieu sait qu'en cinéma français, on a des gens de très grands talents. Moi, j'ai une chance incroyable de bosser avec des équipes, avec Jean-Marie Drejoux, avec Marilyn Fitoussi au costume. J'ai vraiment des talents à tous les postes, des gens les plus à la pointe, quoi, vraiment. Et bien, ceux-là, je leur dis rien. Quasi rien. Et des fois, on me présente un costume. Je dis « ah bon ?» Il me dit « ouais, tu sais, ça pourrait… » Ok, bon, attends, il faut que je le digère celui-là. Parce que je suis là à la limite pour éviter les contresens. À la limite. Oui, parce que tu es le chef d'orchestre quand même, donc il faut s'assurer que ça… Mais sinon, un costume, c'est un costumier qui le fait. C'est sa signature à lui. Il vient pas chez moi pour que je lui dise quoi faire. Je vais pas manger dans une grande table dans un restaurant en lui disant « faites-moi les œufs comme ça ». Je dis « démerdez-vous en fait. Faites ce que vous avez à faire. » Ouais, mais il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Peut-être ailleurs, oui, mais là, on s'en fout. Faites-moi des rideaux. A priori, j'aime pas les abats, mais je suis sûr que je vais les aimer. Au bout d'un moment, c'est ça. Moi, j'ai des équipes avec les gens. Je dis pas que je dis rien. C'est une collaboration. Mais pour moi, je suis impressionné par le savoir-faire des gens. Donc, je les laisse faire. Et s'ils disent
Lui, il doit être coiffé comme ça, parce que j'ai envie qu'il soit coiffé comme ça, à moins que ça fasse contresens avec mon texte ou que vraiment j'ai l'impression que ça attire l'attention à de mauvais endroits. Je dis, OK, j'ai pas à aimer ou pas aimer, je trouve qu'il a raison. Donc, au contraire, non. Je pense que je suis un des réalisateurs le moins interventionniste qui soit. Juste, je me garde des parties où je suis le boss de ça, parce que ça, j'y tiens. Et le reste, c'est une cour de récré chez moi. C'est une vraie cour de récré. Bossée, intelligente, on essaye que tout soit lié, on travaille à ce que les choses soient qu'ils aient une uniformité et que ça aille dans le même sens. Mais pour autant, on peut vraiment inventer, j'espère, présenter ça aux gens. Oui. Et alors, pour ce qui est davantage, peut-être mon univers, le domaine plus des créateurs de contenu, des youtubeurs, on met le terme qu'on veut. Quand je vois des amis ou des proches à moi qui cumulent plusieurs rôles sur des projets, je vois que certains le font par vrai amour de cette envie de tout faire de A à Z, quelle que soit d'ailleurs la vidéo ou le contenu, mais se dire je veux faire le montage, je veux écrire, je veux tourner, je veux avoir tous ces rôles-là. Et je vois que d'autres personnes aussi ont parfois auraient une envie en fait de déléguer certaines choses, s'entourer de bonnes personnes sur tel ou tel rôle, mais se disent tout le temps je vais avoir du mal à trouver quelqu'un qui est aussi bon que moi là-dessus, ou alors j'ai ma vision précise et mais en même temps je sens que je suis pas capable de le faire, mais j'arrive pas à trouver la bonne façon de le faire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, quel que soit le domaine, qui justement veut s'entourer d'une équipe, mais a l'impression quand il essaie de déléguer que non, en fait ça marchera pas mieux que si je fais tout moi-même? Je crois qu'il faut pas se mentir, il y a quelque chose qui constitue quasiment une drogue, c'est ce souvenir qu'on a de l'enfance, probablement, où on se dit, voilà une table vide, et en fait, on peut faire quelque chose de A à Z. On peut faire, on a tous fait ça, moi en tout cas je fais ça, je peux faire une BD si je veux. Je m'achète un cahier, et puis des crayons de couleur, elle sera moche, on s'en fout après, mais en tout cas ça peut être d'abord rien, puis une BD. Moi, quand j'étais ado, c'était dans le domaine des home studios, pour la musique, pour la composition, tout ça. Il y a rien. Il est telle heure, il y a rien. Et dans un moment, il peut y avoir un morceau, avec un développement, avec des jeux, avec des choses. Il aura ses défauts, il sera bien. Je m'en fous, en fait. Mais cette capacité de partir de zéro et d'arriver à fabriquer quelque chose, c'est une drogue. Il y a quelque chose c'est un besoin, on n'est jamais seul quand on a l'impression de savoir faire ça, peu importe la qualité, encore une fois. Et puis, il y a un moment, quand on se marie avec l'industrie, quel que soit le niveau de l'industrie, des grosses, des petites, des moyennes, mais en tout cas, on dit, vous savez, ça qui plaît bien aux gens, essayons de le rationaliser un peu, essayons de faire en sorte que ce soit, qu'on puisse donner une date, par exemple, ou qu'on puisse donner un endroit où le trouver, ou un rendez-vous. Et là, à ce moment-là, on commence à avoir besoin peut-être d'aide. Et puis, il y a des gens qui sont tellement meilleurs dans tous les domaines. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Ce qui compte, c'est la signature. Il vaut mieux être moins bon, mais être authentique. Parce que combien de projets on connaît, et je suis sûr que tu en as plein en tête, où il y avait les meilleurs et où c'est pas bon. Bien sûr. Les gens sont pas à blâmer dans ce truc qui n'a pas marché, qui est bizarrement très raté, où on comprend pas le truc, parce qu'en fait, trop de gens ont parlé, trop de gens ont donné leur avis. Les choses ont été nivelées, les crêtes ont été coupées, parce qu'en fait, les choses qui sont fragiles, les choses les plus belles que j'ai vues au théâtre, au cinéma, sont des choses qui... C'est tellement intimidant de donner une idée fragile quand tu travailles. Moi, par exemple, j'ai fait un spectacle sur Jean-Sébastien Bach qui se finissait à la fin par Bach qui joue du clavier sur le dos d'un bébé fictif. Maintenant que le spectacle existe, il est tourné, machin, il y a des gens qui ont trouvé ça beau, pas beau, peu importe. Mais à l'époque où j'avais que l'idée, cette idée, elle est d'une fragilité absolue. À qui tu dis ça ? C'est très compliqué. Moi, j'avais Jean-Christophe Ambert, qui est mon complice de toujours. Même lui, le matin où j'ai dû lui dire « j'ai l'impression de ça », au moment où c'est même pas une idée, au moment où ça peut tomber par terre... T'imagines si tu dis ça et quelqu'un te fait « de quoi ? T'es mort ?» Tu dis « non, pardon, rien, je suis trop pudique pour en... » Et à un moment, je lui dis « tu sais, j'ai l'impression... peut-être qu'à la fin, je le vois bien. » Il me dit quoi ? Je sais pas, peut-être, tu vois, bon, et je finis par lui sortir le truc un peu comme ça, et il dit, OK, on va voir. Et en fait, c'est ça qu'il faut trouver. Ouais. C'est des gens Christophe Ambert. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui écoutent les idées fragiles, qui sont très discrets, très pudiques, très polis avec, et qui connaissent la valeur d'une idée alors qu'ils ne la comprennent pas.
Il faut qu'il vous fasse confiance pour vous dire s'il pense à ça, il faut l'aider à le sortir, ce truc-là. On ne comprend pas bien où est-ce qu'il veut aller, on ne sait pas trop ce qu'il veut, mais il a l'air d'avoir envie d'un truc comme ça. Et soyons là, essayons. Et puis à un moment, ça devient une idée claire avec la bienveillance collective. Et puis à un moment, paf, on peut peut-être réussir à en faire une vraie idée solide. Ouais, parce que la recherche d'un consensus dans un projet artistique, elle n'a pas de sens, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas, tel que tu le décris là, si c'est effectivement pour prendre l'avis de tout le monde et essayer de modeler en fonction de l'avis de tout le monde, le risque, c'est que ça devienne une sorte de quelque chose un peu mou, un peu... Oui, et puis je crois qu'il y a un cauchemar absolu de la création qui est de dire, j'ai fait un truc, bon, mettons, j'ai fait un court-métrage, et puis au milieu, il y a une scène un peu longue, mettons. Elle est longue, il y a un monologue, il y a un truc un peu... Voilà, c'est un peu plus long. Et puis du coup, ce truc, il a une vie tu vois, tu montres ton montage, qui n'est pas tout à fait fini en plus, et puis il n'y a pas le son, il n'y a pas vraiment l'étalonnage, il n'y a pas tout qui est réuni. Et puis bon, tu as beaucoup de gens qui disent, c'est long ça quand même. Et toi, t'entends c'est long une fois, t'entends c'est long 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, puis tu te dis, c'est un peu long. Tu coupes, et tu coupes, et tu coupes. Et puis avant, tu montes le film, puis tu dis, applaudis, c'est bien, c'est machin. Et puis t'as un mec qui vient te dire, putain, j'avais vu une version, il y avait un monologue de fou au milieu, et tu te dis, putain, je l'ai enlevé. Ouais. Je l'ai enlevé alors qu'en fait, j'avais raison, parce que si une personne avait été touchée par ça, c'est que c'est bon. T'as pas besoin d'en toucher 20 000. Un qui te dit, j'avais adoré ce truc et tu l'as enlevé, c'est qu'il fallait le laisser. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Ouais. Il faut faire comme on pense et accepter que dedans, il y a des choses qui sera ratées. Tu peux pas t'interdire de rater. Si tu t'interdis de rater, alors là, tu peux plus rien faire. Mais vaut mieux risquer ça, je crois. Mais ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la prise de risque et même sur le fait tu parlais de la collaboration avec quelqu'un qui va faire les costumes, par exemple, de pouvoir laisser cette personne aussi prendre sa décision, aller où elle veut aller, sans commencer effectivement à tordre les choses. Si tu réfléchis, il y a un truc qui est quand même très curieux, c'est que tu as des costumiers, par exemple, qui sont très disciplinés parce qu'ils sont dans le monde du cinéma depuis toujours et puis ils vont se dire, je vais voir ce que veut le réa. Mais le réa, il n'a pas la culture du costume. Il n'a pas tout le temps que le costumier a passé à étudier les costumes, à aimer les costumes, à tomber amoureux de tel truc qu'il a vu dans un musée en Italie, ou dans une exposition en Chine, ou dans un truc où qu'il a été ému par des trucs, parce qu'il est allé à l'opéra un jour, ou que sais-je. Et toi, t'es réa et tu vas dire, alors moi, ce qu'il me faut pour lui, c'est un t-shirt jaune. Non. Laisse parler ceux qui ont une culture de ce que... Si tu collabores, soit tu collabores pas, et tu te dis, voilà, moi, mon montage, je le fais. Il y a plein de monteurs qui vont dire, il ferait mieux de laisser un monteur. Non. Même si vous croyez que ce serait mieux monté, je veux signer le rythme de ces choses-là. Mais ce que je ne touche pas, je ne le touche vraiment pas. Pour de bon. Je n'ai pas la science infuse de ces choses-là, et je préfère, au contraire, dire, toi qui connais si bien les costumes, qu'est-ce qui te vient là, que je ne comprendrais pas ? C'est comme si je disais à un architecte, je veux les chiottes là, je veux la salle de bain là. Non, invente en fait. Je te donne des sous et toi, amuse-toi. Voilà. Et là, on a une chance que ça soit pas mal. L'une des particularités importantes de Kaamelott, il y en a beaucoup, mais l'une d'entre elles, c'est que c'est un projet d'une certaine façon familial. Tu tournes beaucoup avec ta famille. Au quotidien et sur un projet d'une telle envergure, est-ce que ça facilite ou ça complexifie la direction d'acteurs ? Je pense j'essaye de comparer à quand moi j'étais petit et que j'ai des parents comédiens donc, et que tu sais, t'es toujours amené à faire un petit rôle dans tel truc, un petit machin au théâtre, une voix, que sais-je. Et en fait, comme c'est pris tout de suite et dès la plus tendre enfance comme un métier, comme une technique, il faut essayer de trouver la bonne façon de dire une réplique, la bonne façon, le jeu, le truc, l'état, le machin. En fait, c'est comme un peu une tradition, quoi. Quand on se retrouve en famille sur un plateau, on est très pro. On parle du texte, on parle de comment le faire, comme avec les autres. Peut-être même encore un poil plus sévère qu'avec les autres, parce que c'est une histoire de bain. C'est-à-dire que c'est pas une surprise pour nous de travailler une phrase, de travailler un texte, de dire on va le faire plutôt comme ci, plutôt comme ça, de peser le pour et le contre, de regarder la partition. Comme je vois ces gens, je les vois pas forcément, mais évidemment, mes enfants, je les vois ailleurs, mais sinon, les gens de Kaamelott, on passe pas notre vie ensemble, loin de là, je les vois des fois 10 jours parce qu'ils viennent tourner, je les vois plus de toute l'année. Quand on se retrouve, c'est pour faire ça, et en fait, je vois pas tellement de différence.
peut-être un tout petit peu plus de regard. C'est pas sévère, mais exigeant, parce que voilà, on est un peu du même peut-être truc. davantage ou Peut-être un peu, ouais. Mais en tout cas, c'est tout de suite sur un ton de travail, en fait. Ouais. Et dans le cas de tes enfants, tu as 7 enfants qui sont, alors peut-être pas tous, ou peut-être que si, tu me le diras, mais qui sont très créatifs, ils sont tous dans des projets différents, mais ils ont tous cette fibre artistique qui est quand même très forte. Comment ça se transmet, cette fibre artistique ou créative? Je pense que beaucoup de parents ne veulent pas forcément plaquer quelque chose auprès de leurs enfants, parce que ça peut être vite très dangereux et pas forcément très sain, mais je dirais, j'ai envie que mon enfant, il ait en fait, à minima, l'envie de s'intéresser à quelque chose, quelle que soit la chose, mais cette forme de curiosité ou de créativité, comment ça se transmet selon toi? Bon, alors déjà, la baraque est remplie d'appareils photo, de caméras, d'objectifs, d'enregistreurs, de sons, de micros, d'instruments de musique, de synthé. Il y a des outils. Il y a tout autour. Et puis, quand je dis la baraque, ça fait des années que je me dis, je vais quand même me construire un truc où je puisse faire que ça. Je suis toujours au milieu du salon, j'ai même pas de bureau, et ça gueule et tout. Je n'entends rien. Bon, voilà, j'ai jamais réussi à m'organiser. Toi, t'es organisé, regarde, tu vois, t'as quand même un endroit pour travailler. Moi, j'en ai même pas. Tu pourras venir si tu veux, si t'as besoin d'un peu de calme à un moment. Mais c'est vrai que, bon, et puis tout est libre, quoi, tout est là, voilà. Et surtout, je pense que, bon, je ne sais pas si je leur ai transmis grand-chose, mais je leur ai peut-être au moins transmis ça, c'est que il faut faire. Il faut surtout pas se laisser avoir par le « est-ce que je peux ? Est-ce que je sais ? Est-ce que je sais pas ?» Quand j'avais 14 ans, ma mère m'a dit... Elle engage un compositeur pour un spectacle. Elle s'engueule avec le compositeur. Ma mère s'engueule avec tout le monde. Et elle me dit... tiens, fais-le, toi. Je dis, putain, j'ai 14 ans, et musicien, c'est des quadras. Il y en a un, il se pique à l'héroïne toutes les 2 minutes. Je fais quoi, là, c'est chaud, quand même. Je dis, ouais, mais c'est bon, t'as la technique pour le faire, tout ça. Alors, effectivement, j'avais commencé la musique très tôt, donc je faisais les partoches, machin. Mais avec la première fois, je me suis pointé avec mes petits papiers, saxophone, piano, voilà. Bon, on essaye, 3, 4, boum, boum. Tu te dis, est-ce que j'étais capable de le faire ? C'est ça la vraie question. Est-ce que j'étais capable de le faire ? Eh bien, j'ai la réponse. On s'en fout. C'est pas le problème. J'ai été mis dans la position de faire. La simple envie de ne pas passer pour un imbécile et de mériter sa place suffit à faire que tu te démontes. Et puis après, la musique, je ne sais pas si elle était super. Je ne sais pas si elle était nulle. Je ne crois pas. Je crois qu'elle était intéressante. Elle était jeune. Elle était fébrile, peut-être un peu trop créative. J'ai certainement voulu montrer tout ce que je savais faire, parce qu'à 14 ans, tu te dis aimez-moi. Je vais prouver quelque chose. Mais n'empêche que j'ai été mis dans la position de me démerder et de d'écrire des partitions pour tous ces gens-là qui avaient beaucoup plus d'expérience. Sauf que du coup, quand tu l'as fait, tu l'as fait. Tu le mets dans l'étagère, clac, ça c'est fait. Donc maintenant, ce qui m'attend, c'est pas mon premier projet, c'est mon second. Pour moi, c'est ça la vie du créateur, c'est de passer de second à troisième et de troisième à quatrième, sans se poser la question de savoir si c'est réussi ou pas réussi, on s'en fout. Faire de son mieux à chaque fois, c'est déjà pas mal en fait. Ouais, donc c'est tout un enjeu à ce moment-là d'arriver à mettre en confiance, ou en tout cas ne pas juger à la première chose qui serait faite, ou à ne pas... c'est très difficile dans un monde de réseau, évidemment, quand tu t'exposes très vite, parce que les gens exposent par exemple leur court-métrage tout de suite. Ils ont une tonne de haters qui leur tombent sur le nez, voilà. Pas que, faut pas déconner, il y a beaucoup d'encouragement, il y en a même plus d'ailleurs. Mais quand même, ça veut dire qu'il faut qu'ils se frottent à la haine immédiatement, à la haine frustrée, à la haine anonyme, c'est très complexe. Pour avoir cette confiance-là, de dire non, mais je m'en fous, en fait, je fais ce que j'ai à faire, y compris si c'est nul, en fait. Parce qu'en fait, si c'est nul, mettons que ce soit archi nul, quand j'aurai fini, j'ai quand même, en plus de vous tous qui critiquez, le fait d'en avoir fait un. Bien sûr. Et c'est mieux que tout ce que vous pouvez me raconter. Et c'est souvent, d'ailleurs, je pense, quelque chose, quand on voit le succès d'un artiste ou n'importe, on a tendance à oublier, évidemment, tout ce qu'il y a eu avant, et toutes les tentatives, toutes les choses qu'il y a pu avoir dans le domaine. Et c'est, je pense, aussi quelque chose à rappeler, effectivement, qu'il y a eu toutes ces étapes successives.
En fait, c'est bien qui ont effectivement de contrer un petit peu le fantasme collectif qui dit les artistes qu'on voit arriver et qui débarquent comme ça sont des génies. Il y a lui, oh là là, je l'ai entendu, c'est super beau. Oui, mais c'est super beau là, c'était peut-être pas super beau tout de suite. Et en plus de ça, même si c'est super beau tout de suite, ça n'a pas plus de valeur que c'est super beau la 6e fois. Bien sûr. On s'en fout complètement. Ouais. Il y a Ed Sheeran qui a fait sur un plateau une fois, je sais pas si tu l'as vu ça, il a juste fait entendre sur son téléphone un truc qu'il avait enregistré à son adolescence avec une guitare où il chante comme une caisse. Il dit, je vais vous faire entendre un truc où je chante vraiment mal. Et le mec en face, intervieweur un peu poli, il dit, oh, ça m'étonnerait quand même que vous chantiez mal. Mais, si, écoute. Et c'est vrai que c'est faux, c'est complètement détuné. Oh. Et ça, je trouve ça très intelligent, ouais. Et je trouve ça très généreux surtout, de donner ça aux gens. Parce qu'Ed Sheeran chante extraordinairement bien. Ouais. Et ben, ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Quel soulagement pour beaucoup de gens, je trouve. C'est comme, je refais le parallèle avec les créateurs de contenu ou les youtubeurs, mais retournez voir mes premières vidéos, les premières vidéos de n'importe quel surtout youtubeur. Surtout qu'elles ne s'en vont pas d'Internet. Exactement. Donc, il y a toujours des belles pépites à aller creuser et à aller voir, quoi. Aujourd'hui, évidemment, c'est très facile de publier quelque chose, une création quelle qu'elle soit, sur les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de publier directement ? Moi, je crois qu'il y a qu'un seul truc qui compte dans nos métiers, je les prends au sens large, c'est le plaisir de l'expérimentation. Je pense que quand tu expérimentes, c'est-à-dire que tu aimes faire des trucs, essayer des trucs, comprendre des choses, amalgamer des choses, fabriquer, concevoir, c'est un plaisir qui suffit. C'est-à-dire que tu peux faire ça tout seul. Le fait de devoir ou non le rendre public, en fait, je pense que c'est un détail. Là où il faut vraiment se méfier, c'est chez les artistes, et c'est pas moi qui le dis, je l'ai entendu beaucoup de gens bien plus intelligents, il faut faire très attention de ne pas préférer l'artiste qui est en vous, de s'aimer comme artiste, d'avoir besoin d'avoir une position sociale de celui qui crée, d'être reconnu. Si vous publiez par besoin de reconnaissance, vous allez certainement au casse-pipe. Même si ça marche, je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je pense que la meilleure façon d'être publié, c'est d'être publié parce que, au bout d'un moment, merde, les gens ont envie de voir ce que tu fais, parce que c'est bien. Donc tu te fais, ok, bon, voyons ce que ça donne, et puis on voit. J'ai un petit peu peur des gens qui pensent d'abord à se publier, avant de savoir ce qu'ils font. Et c'est vrai que dans des domaines artistiques, c'est quand même fréquent. Alors, c'est quand même le risque souvent de... Oui, il y a quelqu'un qui veut devenir acteur, c'est forcément des métiers qui sont tellement visuels, qui sont tellement sur le... Enfin, je veux dire, ça arrive très souvent. Je pense que, oui, il y a un petit secret pour ça, mais il faut... C'est des fois un petit peu difficile. C'est qu'il faut se débarrasser du besoin de validation. Si jamais tu t'en débarrasses vraiment, sincèrement, pas si tu fais semblant, parce que des gens qui disent « j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi oui. », mais en fait, c'est pas vrai. Faut pas simplement le dire. Il faut sentir au fond de soi que un mec qui vient et qui dit « j'aime pas ce que tu fais », non seulement c'est pas grave, mais c'est peut-être des fois pas si désagréable que ça. C'est bien, on parle à des gens parce que ça résonne en eux, et puis il y a des gens, on envoie et ça résonne pas. Bon, c'est la vie, c'est parfait. Mais la validation, à l'époque des réseaux, c'est terrible parce que ça fait anticiper les choses. Encore une fois, il n'y a pas 50 milliards de façons de faire les choses. Il faut aimer, les faire. Je crois que quand on aime les faire, la publication, c'est plus facile qu'avant, mais est-ce qu'il y a plus de génie qu'avant ? C'est des mecs qui étaient spécialistes des observations UFO qui me disaient il y a 100 000 milliards de fois plus d'appareils de photos de nos jours, puisqu'on les a tous dans la poche. Il n'y a pas plus de photos d'UFO que dans les années 50. C'est bizarre quand même. Je dirais exactement la même chose. Tout le monde se publie, il n'y a pas plus de génie. Mais un mec qui a un truc, une petite light comme ça, un truc super, qui est dans sa cabane là-bas, je sais pas où, dans quel bled, et qui prend son téléphone et qui fait ça, des fois tu te dis « Oh, il a quelque chose, lui. Lui, il a un truc. » Et lui, il a eu moins besoin de passer par les étapes, machin, le producteur, le truc. Parce qu'un producteur, c'était quoi à l'époque ? C'était un mec qui dit « Je pense que tu peux me rapporter de l'argent. » C'était des fois moins cynique que ça, mais en gros, ça voulait dire ça. Alors que là, c'est plus le cas. Tu peux te publier sans rien rapporter. Ça, c'est quand même un luxe. Et c'est quelque chose que tu as appris à gérer de ton côté, le fait de se détacher du regard des autres sur ta création? Tu l'avais dès le début? Comment ça s'est... Je crois que c'est inévitable parce que j'aime bien la progression des gens. Les gens, le public, des fois, fantasment encore une fois les génies. Ils veulent que les gens sachent
tout faire, tout le temps. Ils prennent toujours Mozart comme exemple de génie. Mozart est un mec qui a composé son premier opéra à 5 ans. On s'en fout de l'opéra qu'il a composé à 5 ans. C'est facile de composer un opéra C'est facile. Si, en fait, quand tu parles ce langage-là chez toi depuis toujours et que c'est si évident que ça, c'est pas un des opéras les plus intéressants du monde. C'est juste qu'il a été capable, par gymnastique, quasiment par mimétisme, de faire quelque chose. Et c'est déjà formidable. Et il avait une oreille absolument dingue. Mais pour autant, c'est pas le plus intéressant de Mozart. Et Dieu sait que Mozart, il a fait des trucs, c'est pas tout si génial. Mais tant qu'on saura pas regarder les gens en aimant leurs imperfections, on sera toujours à l'affût de dire « Ah ouais, lui, il sait d'un coup tout faire. » Non, j'aime bien quand les gens se plantent. Et j'aime bien quand les gens ont fait 2 trucs qui me plaisaient et puis un truc qui me plaît pas, parce que ça prouve que déjà, ils ne cherchent pas à me draguer avec la même chose, qui me fait confiance pour aborder un truc qu'il n'a pas fait avant. J'aime bien quand on me fait confiance dans une salle. J'aime bien quand on dit « Et c'est pas comme d'hab, mais venez me dire. » C'est ce que je fais. Je fais ça, moi. Je dis, c'est pas comme d'hab. Si vous cherchez vraiment le truc pile poil comme il était avant, c'est pas tout à fait comme ça. Mais venez quand même, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé. Et puis il y a peut-être des trucs, ça va peut-être vous plaire, quoi. Je préfère ça. Tout à l'heure, on parlait des outils, de tous les outils chez toi. Enfin, outils, c'était pas le bon terme d'ailleurs, mais des instruments ou autres qui peuvent être utiles. Pour écrire Kaamelott, et là on parle des films Kaamelott, tu as conçu ton propre logiciel. KV2 robot.command, je sais pas si c'est toujours le bon, c'est le bon terme, c'est ça? Non, mais oui. Si tu l'as renommé, tu me dis, hein, mais Non, mais c'était un .py surtout parce que c'était un Python. Il s'est transformé en .command pour être lancé directement dans le terminal. C'est tout, c'est un raccourci. Très bien. C'est un logiciel qui a pour objectif de t'aider à structurer ces scénarios, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous dire comment il fonctionne et pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin de créer comme ça ton propre instrument d'une certaine façon? Déjà, c'est une machine. Déjà, j'adore les machines, premièrement. J'ai toujours adoré les machines. Je voue un amour profond aux objets fabriqués, notamment techniques. Et c'est vrai que j'ai commencé à fabriquer un petit système qui fouille dans mes dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, il va dans un dossier où j'ai balancé des séquences. Comme on balance un truc sur une table en rentrant, tes clés sur le truc. Quand tu dis séquences, c'est quoi? C'est des dialogues ou des scènes? C'est des points TXT, c'est des textes comme ça, avec des morceaux de choses. Et en fait, je lui ai appris à comprendre ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le tri, il prend tout, et il dit, voilà, t'as ça. Là, t'as mis un numéro de séquence, donc ça veut dire que tu le voulais avant tel ou après tel. Là, il y a machin et machin et machin qui jouent là-dedans. Là, c'est sur ton arche que t'as appelé, je sais pas quoi. Je te mets une couleur spéciale pour celui-là. Là, c'est ton arche machin. Celle-là, elle est incomplète. Celle-là, elle dure 17 minutes. Celle-là, elle dure 8. Je pense que là, il manque une scène. Voilà, c'est un compagnon d'écriture, mais un compagnon que j'ai enseigné moi, sachant que la meilleure façon de faire ça, ce serait quand même de fabriquer une AI à soi, une AI perso. Je me suis pas encore penché assez là-dessus pour être efficace là-dessus. Moi, j'ai bêtement écrit un programme Python. Bon, il doit faire 2000 lignes, mais bon, il sait, voilà, et puis il me trie les choses, et puis il me donne les castes, il me donne voilà, c'est une aide. Je me suis fabriqué une aide, mais ce qui m'a plu, c'est de la fabriquer. C'est pas forcément, évidemment qu'elle m'aide, mais ça m'a plu aussi d'aller. Le parcours qu'il m'a fallu pour apprendre à le faire m'a autant plu que le résultat, en fait. Et d'ailleurs, si jamais j'aurais écrit quelque chose un jour, je me servirais pas de lui, j'en referais un autre. Donc ouais, il était quand même utile au quotidien pour écrire et pour structurer peut-être un peu certaines. C'est un petit R2D2, quoi. Version aide au scénario. On en vient assez naturellement à une question qui, je pense, est un marronnier quasiment des interviews quand on parle à un artiste ou quelqu'un de créatif sur la question de l'intelligence artificielle. Dans ton cas, forcément, en plus, tu as un intérêt pour la science, donc ton regard, je pense, est très intéressant. Aujourd'hui, est-ce que tu le vois comme une menace, comme un compagnon de route dans ton travail? Quel regard, même si la question est très large, quel regard est-ce que tu portes sur ce chamboulement qu'on voit aujourd'hui? Je pense qu'il faut quand même se rappeler de la nature de ce qu'on fait tous. Là, on parle de cinéma, par exemple. Et quand on parle d'authenticité, et quand on le met face à une artificialité, il faut quand même se rappeler que le cinéma, c'est quand même faire passer 24 images par seconde pour un mouvement.
ce que ça n'est pas. Rappelons que nous sommes confondus à mettre qu'un trimage. Une mouche regarde un film, en fait, elle voit un diaporama. Hein, donc, c'est pas un film pour tout le monde, déjà. Et puis, tout ça est truqué. Nous trichons. On triche pour faire croire à une vie, alors que ça ne l'est pas. Il y a des acteurs qui font croire qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas et qui disent des trucs qu'ils ne pensent pas. Avec une machine qui fait croire à un mouvement alors que tout est figé, et avec un son qui est transformé en signal numérique et retranscrit pour faire croire qu'il y a du son. Tout ça est faux. L'intelligence artificielle, elle peut nous aider à tout, parce qu'en fait, une machine, ça sert à aider. Et l'homme a toujours fabriqué des machines pour s'aider. Il y a toujours eu des choses et des tâches qui étaient chiantes. Moi, j'aime bien dire un truc, je ne sais pas si c'est vrai. Tiens, je suis curieux de savoir ce que tu en penses d'ailleurs. si jamais tu fabriques un bel objet, Ouais. et qu'on te dit « Ah, il est beau, j'en voudrais un ». Tu en fabriques un second. À partir de quand tu fabriques une machine qui l'est fait à ta place ? Eh ben, moi, je crois que tu fabriques une machine qui l'est fait à ta place avant que le temps de fabrication de cette machine ne te prenne moins de temps que le fait de les faire à la main. Tu vas fabriquer, alors qu'on t'en demande 100, Oui. une machine qui en fait 1000, et ça va te prendre un temps fou de le faire, mais tu préfères inventer une machine qui en fait 1000 plutôt que d'en faire 100 à la main. Ouais. Je crois que ça, c'est un truc très humain. Et qu'à un moment, l'intelligence artificielle, c'est juste la continuité de tout ça. Le vrai problème, à mon avis, de l'intelligence artificielle, c'est quand elle va se mettre à créer, elle va créer en singeant. Elle ne peut pas avoir d'authenticité artistique. Elle ne peut pas avoir quelque chose à dire. Elle n'a rien à dire. Elle peut juste, par marketing, essayer d'anticiper ce que les autres aiment bien. Une autre race qu'elle. C'est-à-dire, si jamais elle constate que les humains pleurent en entendant ça, elle va faire ça. Et puis après, les humains vont peut-être pleurer en l'entendant. Le truc, c'est que je pense que c'est très important et capital et même fondateur que ce soit des humains qui fassent pleurer les humains. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu entends quelque chose de beau, la première chose qui t'émeut, c'est qu'un humain ait pensé à ça. On dit tous « Oh, où est-ce qu'il est allé chercher tout ça ?» Ou quand tu écoutes un compositeur, on parlait de Mozart, tu passes sur des trucs dans l'Ostia du Requiem, ou peu importe le truc qui vous bouleverse, et tu te dis « Mais putain, mais comment c'est possible qu'un mec qui a... Merde, il a 2 mains comme moi, 5 doigts, machin, etc., un cerveau, comment il est allé jusque-là ? Comment il trouve ça ? Comment est-ce qu'il peut... Voilà, et c'est vrai dans toutes les disciplines, évidemment. S'il n'y a plus ce truc-là, et que c'est simplement un mec qui a multiplié les opérations par seconde pour essayer de trouver 1 milliard, 2 milliards, 16 milliards, 100 milliards de solutions pour en privilégier quelques-unes par test consécutif, il n'y a plus le cousinage de la souffrance, de la création, du ratage. Il n'y a plus de pont. Et ça, je pense qu'on peut pas s'en passer, en fait. Je crois pas. C'est sûr. Et je te rejoins sur l'aspect, parce qu'il y a une forme d'empathie ou de compassion ou de volonté de... Oui, je lis un roman, même un roman d'ailleurs, c'est pas besoin d'être une histoire personnelle, mais je lis un roman écrit par un auteur, il y a une part de lui à travers l'histoire qu'il raconte et tu peux le sentir, pareil avec un acteur, pareil avec un réalisateur. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est sûr que ça joue, je pense, pour chacun d'entre nous quand on regarde des œuvres, quelles qu'elles soient, mais sur la dimension de la capacité de l'IA à créer des choses radicalement nouvelles ou à nous surprendre, ce qui est assez fascinant, et tu l'as peut-être vu, c'est qu'il y a des vrais débats sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on a certains qui disent que effectivement l'IA et même à l'avenir va être là simplement pour copier ou simplement remodeler s'il faut, mais copier quand même des choses que les humains auraient fait avant. Et d'autres disent non, on va pouvoir aller un jour au-delà. Et certains sont des frais et d'autres trouvent que c'est formidable, mais on va pouvoir aller au-delà et l'IA va pouvoir créer des choses qu'on n'a pas vues avant. Et là, on rentre dans une forme d'inconnu, c'est sûr, qui est... Elle crée déjà des choses qu'on n'a pas vues avant. Vrai. Elle crée, dans sa façon d'inventer des petits bouts de films ou des machins. Alors, des fois, c'est très curieux, c'est très malaisant, parce qu'en fait, on est dans le chaos de la machine, mais n'empêche que c'est une autre façon d'être surprenant. J'allais dire, c'est peut-être là qu'elle est le plus intéressante, finalement. C'est là-dedans, à part pour les aides diverses et variées, mais... Je sais pas, il y a un truc qui fait que, tu vois, par exemple, quand tu lis un début de Simenon, un Maigret, par exemple, juste, tu lis 3 lignes et tu lis que Maigret, il marche sur un quai de Paris, on te décrit le bruit de ses pas par terre parce qu'il a plu avant, et puis il traverse un pont, et puis il se rend compte que le jour est pas encore tout à fait couché, machin.
je pense que l'IA peut très bien imiter un truc à la Simenon. Le fait déjà très très bien. Et pourra inventer un truc qui a vraiment l'air et tu pourrais même en avoir deux comme ça. Et puis tu saurais pas lequel est vraiment de Simenon. Le problème, c'est que tu as besoin de savoir où est Simenon là-dedans pour savoir quand est-ce que tu es reconnaissant à quelqu'un d'avoir pris le temps de décrire des bruits de pas. Je suis pas reconnaissant vis-à-vis de l'IA de m'avoir inventé une mouche qui volait dans le soleil, etc. Même si c'est très beau, parce qu'en fait, ça lui a rien coûté. Moi, je veux quelqu'un qui se dise, je prends le risque d'écrire ça. Je veux un humain, en fait. L'humain peut pas être extrait de ce processus. À un moment, ça va s'effondrer. Puis évidemment, il y a toutes les questions après, mais dont on a déjà beaucoup parlé, nous, sur la chaîne, des questions d'éthique, de droit d'auteur, etc., qui se posent sur ça sur complètement, oui, bien sûr. De sujets qui restent évidemment des sujets, c'est assez évident, mais qui restent des sujets importants. Sur cette question de la technologie, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a entendu de plus en plus ces dernières années la question de la théorie d'une simulation de l'homme, le fait que on serait en fait finalement, on ferait tous partie d'une forme de simulation avec une simulation informatique et des capacités qui auraient pris une telle ampleur que on serait une forme de simulation. Ça a été poussé par certains chercheurs, ça a été poussé par certaines personnalités comme Elon Musk notamment il y a quelques années. Quel regard tu portes sur cette théorie qu'on serait dans une simulation? Il y a deux trucs qui m'ont fait flipper. C'est quand ils se sont rendus compte qu'en fait, en physique quantique, si tu changeais l'état d'une molécule ici, en fait, elle changeait à l'autre bout de l'univers de la même manière. Et tu te dis, et donc il y a des mecs qui disent, ouais, mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a des trucs en miroir. Donc effectivement, on est peut-être simulé d'un point de vue carrément atomique. C'est-à-dire que là, bon. Et puis, il y a un chercheur italien, son boulot, ça m'a fait marrer parce que tu sais, quand on te demande ton boulot, bon, moi j'ai du mal à dire le mien, mais lui, en fait, il cherche à savoir si tout ça est vrai. Okay. C'est son vrai boulot de scientifique. Tous les jours, le mec arrive, il se fait un café, tout ça, machin. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tout ça n'existe pas? Est-ce que l'univers existe? T'as quand même des gars, on est d'accord que il y a pas de saut métier. Mais là, quand même, tu as intérêt de tenir sur tes jambes quand tu vas vraiment étudier ça par l'expérimentation, parce que c'est un astrophysicien, hein, c'est pas un ahuri. Ouais. Donc, je pense que ce serait même pas grave. Moi, ce que je trouve surprenant dans l'univers, c'est ces paramètres. Pourquoi y en a-t-il, en fait? Pourquoi, si tu changes un petit chiffre dans la masse de quelque chose, dans la force de gravitation, dans une des forces nucléaires, pourquoi, si tu changes un truc, plus rien ne marche. En tout cas, plus rien ne marche comme ça. Ça veut dire qu'on dirait que le truc a été réglé. Voilà. Et si on ne perd pas notre temps à penser qu'il y a un dieu concepteur de je ne sais pas quoi, évidemment, et qu'on ne remplace pas les points d'interrogation par des choses qu'on ne sait pas, pourquoi est-il réglé? C'est vrai. Pourquoi est-ce que les paramètres sont aussi serrés pour que tout ça existe? C'est assez flippant. Après, qu'est-ce qu'on pourrait en faire de savoir qu'on est une simulation? Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un côté très vertigineux sur la question. Alors, évidemment, il y a un côté assez fantaisiste, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça paraît tellement lointain de visualiser ça et de le concevoir. Mais en même temps, on parlait à l'instant de l'IA et on se disait, est-ce qu'on peut être touché par quelque chose qui est créé artificiellement? Mais en fait, si on se dit que nous-mêmes, potentiellement, il y a une forme d'artificialité dans qui nous sommes parce qu'on serait nous-mêmes dans une sorte de simulation informatique, bah ça, évidemment, ça pose une question plus profonde qui est assez... si l'être humain a comme réflexe de se faire remplacer, je trouve ça extraordinaire qu'ils finissent par se faire remplacer partout. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de s'octroyer des privilèges. La création artistique, par exemple, est un des derniers privilèges de l'être humain, c'est-à-dire ça, oh non, c'est irremplaçable, c'est machin, ces trucs. Et puis là, on commence à se dire, merde, si tu demandes à ChatGPT, par exemple, de me décrire, tiens, fais-moi le JT, les titres du JT, mais tu me les fais comme Jung l'aurait dit. Ce qui n'a aucun sens, qui demanderait à un humain déjà de se retaper Jung, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il aurait pu donner la météo, tout ça. En fait, ChatGPT, là où il est très très fort, c'est qu'il n'a pas peur de l'échec. Il te le sort tout de suite. C'est bon, c'est pas bon, on n'a rien à foutre. Et puis si tu le veux autrement... Confiance en lui, parfois déconcertant. Il a aucun problème. Et là, quand même, tu te dis, ah ouais, nous sommes en train d'être remplaçables sur absolument tout là même ce que je t'ai dit tout à l'heure en disant, je pense qu'on ne remplace pas le cousinage qu'il y a avec un créateur humain. Pourquoi ?
Peut-être pourquoi. Peut-être que si jamais, on peut peut-être être remplacé partout. Et c'est passionnant parce qu'au-delà même, après on va aller sur un autre sujet, mais au-delà même de la question artistique, je lisais pas plus tard que ce matin des prises de parole de patrons de ces boîtes d'IA, notamment aux États-Unis, sur cette question des destructions d'emplois. Et certains tenaient un discours très calmez-vous, tout va bien, on va pas remplacer vos métiers, etc. Et d'autres, en fait, de façon de plus en plus ouverte, disent non, mais au bout d'un moment, il faut quand même être réaliste sur les choses. Oui, il y a des emplois qui sont pas renouvelés en ce moment dans plein d'entreprises parce que, en fait, parfois, c'est pas nécessaire. L'IA fait les choses mieux. Et donc, vous ferez mieux quand même, au bout d'un moment, de vous saisir de ce sujet-là, quoi. Donc, on sent que au-delà du domaine artistique, il y a une vraie, même une forme de changement de discours chez certains patrons de ces domaines-là. C'est assez fascinant à voir. Oui, mais par exemple, quand tu cherches pas forcément l'accident ou le chaos, ce qui est le cas quand même artistiquement, il faut chercher l'accident, il faut chercher la faille, il faut chercher là où tu sais pas aller, il faut explorer. Mais quand tu parles par exemple de politique simple, de politique de tous les jours, de politique où il faut faire marcher les choses, où il faut sur les budgets, sur les prestations sociales, tu te dis, quand tu les vois tous s'engueuler et puis essayer de respecter certains trucs dont on se fout, d'essayer de ne pas décevoir leur parti, d'essayer de se renvoyer l'ascenseur, d'essayer d'être en com ou dans... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as envie de te dire, mais par exemple pour ces choses-là, est-ce qu'on est sûr qu'une IA serait décevante? En tout cas, si elle était décevante sur certains points, sur combien d'autres points elle ne le serait pas? Sur combien d'autres points elle serait susceptible de nous dire « Bah non, on a confiance en lui », parce qu'en fait, lui, il cherche juste à faire le bien. Déjà, premièrement, il n'y a pas spécialement de pognon à se faire. La seule inquiétude qu'il a, c'est qu'on ne lui coupe pas l'électricité, c'est tout. Mais je veux dire, ouais, il faut se poser la question. Je parle de ça parce qu'en ce moment, c'est fou ce qui se passe, donc tu as envie de dire... Ouais, peut-être qu'on s'en fout de vos histoires, en fait, il faut faire marcher le truc, quoi. Et là aussi, évidemment, c'est vertigineux parce qu'il y a toutes les questions des biais, des IA, et aux États-Unis notamment, ça avait été expérimenté dans le domaine de la justice, et ça avait amené à plein de questions éthiques très très importantes, et des questions des biais de ces IA. Bref, au-delà des sujets d'IA, autre sujet que je voulais aborder avec toi, je pense que ton travail, évidemment, est apprécié par des millions de personnes en France aujourd'hui. Ce qui est aussi beaucoup apprécié, que ce soit à travers, typiquement, ce que tu as pu faire au théâtre ou à travers des interventions comme aujourd'hui, je pense, ou diverses interventions, c'est ta capacité à formuler de façon claire des sujets qui parfois ne le sont pas, ou des éléments créatifs, une vision créative qui parfois peut être un peu brouillonne dans nos esprits quand nous, on essaie de les exprimer. Cette question, on est peut-être un bon exemple d'ailleurs. Non, je trouve pas, j'ai tout compris, moi. Tant mieux. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Comment est-ce que toi, tu l'as appris, cette capacité à mettre des mots de façon claire sur des sujets parfois qui ne le sont pas? Parce que ça m'intéresse de comprendre ces systèmes flous. Je ne pense pas qu'il y ait... Il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est la superstition. Je n'aime pas la superstition. Je n'aime pas la religion, je n'aime pas sa pratique, au-delà du folklore. Je veux dire, j'ai rien contre les gens qui font absolument ce qu'ils veulent à partir du moment où c'est pas plus qu'un folklore. Voilà, je m'habille comme ça, je fais ci, je fais mi, je me tourne dans tel sens. Ok, tout ce que vous voulez, à partir du moment où c'est pas sérieux, où on ne vient pas évoquer la religion comme réponse au point d'interrogation. Moi, je tiens au point d'interrogation, je tiens à ce qu'on comprend pas. Et quand on sait pas, comme dit Doras Tyson, quand on sait pas, on dit avec fierté, on sait pas encore. Mais pas j'ai la réponse. Non, ça, il faut pas le faire. Mais du coup, ça, j'ai l'impression vraiment que ne rien mystifier, c'est important. C'est-à-dire, même la création, même pourquoi j'invente ça, pourquoi j'ai besoin de ça, etc. Se poser la question de savoir... Il y a une mécanique, par exemple, qui est très belle, je trouve, et qui m'a jamais lassé, c'est celle de l'acteur. Mentir, la technique pour s'impliquer avec énergie et émotion dans un truc qui est faux, dans un truc qui ne t'appartient pas. Quand tu vois des magnifiques acteurs, des gens qui sont époustouflants d'investissement, comme Philippe Seymour Hoffman ou des gens comme ça, qui sont totalement impliqués, vivant dedans, alors que c'est une triche, alors qu'ils d'ailleurs ne le présentent pas autrement que comme une triche, mais que c'est une triche qui leur demande un investissement personnel. Et tu te dis, ah, mais là, c'est dingue, cette capacité à se mettre au service d'un truc faux et qui n'a pas de résonance chez lui. Et ça, je trouve, par exemple, la mécanique du comédien, je la trouve extraordinaire. Je trouve que cette capacité qu'ont les humains à se mentir, c'est-à-dire, tu vas quand même voir un spectacle, tu payes pour, tu sais que c'est faux, le mec qui le joue sait que c'est faux. Tu pleures pour un truc dont tu sais que c'est faux. Dit par des gens qui mentent.
Tu es au courant. L'humain a la capacité de se dire, OK, mais tu sais quoi, on va le prendre comme vrai. Et ça, c'est un truc absolument dingue. C'est un truc que j'ai du mal à expliquer tout ça. Tu vois, tu dis que j'ai de la facilité à expliquer, j'ai plutôt l'impression de patauger. non, mais c'est très clair. Tu vois, il y a vraiment un truc que j'essaye de comprendre encore. Je reprends des fois cet exemple. Imagine, tu es dans la rue, il t'arrive un truc. T'as un mec qui te bouscule, et puis après, il te dit merde, je sais pas quoi, puis il s'en va. OK ? Et puis toi, tu rentres dans la boulangerie parce que tu avais prévu de t'acheter un croissant, et tu te dis au boulanger, tu lui dis, il y a un mec qui vient de me rentrer dans l'épaule, et là, paf, tu passes dans la fiction. À partir du moment où le boulanger, il n'était pas là, et que c'est pas à lui que c'est arrivé, déjà là, ta façon de raconter le mec qui t'a rentré dedans, tout change. Est-ce que tu parles de lui d'abord ? Est-ce que tu dis « j'étais en train de marcher » ? Est-ce que tu te présentes en héros, en antagoniste, en protagoniste, en sidekick ? Est-ce que tu vas donner de la violence aux choses parce que tu as envie d'en rendre compte de cette violence ? Ou au contraire, est-ce que tu vas créer de la douceur de la journée pour, passer à un accident qui fait que le truc bascule ? En tout cas, tu es un auteur. Immédiatement, à partir du moment où tu as dit « tu sais pas ce qui m'est arrivé », tu es un auteur. Et tu es un acteur, et tu es un narrateur, et tu es une voice-over. Cette mécanique-là, je la trouve fascinante. J'ai pas encore les clés, mais je ne me lasse jamais de les chercher. Vraiment. Okay, ouais. Non, mais oui, du coup, ça se ressent parce que, évidemment, ça se ressent dans ton travail, dans ce que tu aimes faire, mais aussi dans ta capacité, du coup, à raconter des choses, y compris parfois des choses très complexes. J'espère de ne pas dire trop de conneries. Non, c'est sûr que c'est ce qui plaît, évidemment, beaucoup. Alors, on va approcher de la fin, mais je vois quand même quelques petits sujets en plus pour terminer. Sur la question de la création, je vois de plus en plus de témoignages de gens qui disent, et je vois c'est des témoignages sur les réseaux sociaux souvent, de gens qui disent j'ai cette passion, j'ai ce centre d'intérêt, ça peut être la musique, ça peut être n'importe. Mais je suis happé constamment par d'autres choses. Et parmi ces autres choses, la chose qui revient le plus souvent, c'est des distractions, parmi lesquelles les réseaux sociaux, parmi lesquelles j'essaie de m'investir dans quelque chose, mais ça demande une forme d'effort. Simplement dans le fait de regarder un film. Certains disent, c'est devenu presque dans certains cas un effort pour moi de passer 2 heures, là je dis pas moi personnellement, mais pour certaines personnes, de passer 2 heures devant un film sans être distrait par autre chose. Mm-hmm. Et c'était pas le cas il y a quelques années. De ton côté, comment est-ce que tu vis ça ? Est-ce que tu le vis déjà, cette dimension-là ? Est-ce que tu te tiens à l'écart du coup de ces distractions-là ? Comment est-ce que tu gères ce risque-là d'une certaine façon ? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir à propos de la création. Quand on invente quelque chose de manière très honnête, très sincère, très authentique, et qu'on a envie vraiment de rien tricher, de vraiment mettre sur un papier, sur n'importe quoi qui est lors de la création, quelque chose qui sort vraiment de soi, il faut bien comprendre quelque chose. Le corps résiste. Il veut pas. Il veut pas lâcher. C'est un arrachement. Et il faut se calmer avec soi-même et il faut être gentil avec soi-même. Parce que quand on prend son téléphone pour regarder 3 conneries, quand on se dit « Oh, finalement, en fait, j'ai faim, je vais me faire un plat de pâtes », tout ça, c'est juste votre corps qui dit non, j'ai faim, c'est important. Mais du coup, il faut le respecter. Il ne faut pas se détester quand on fait ça. On est en train de créer, en fait, quand on fait des pâtes. Ça tourne toujours, ça mouline. Vous avez votre petite tête qui s'est mise boule dans un coin, qui attend les pâtes et qui dit non, mais t'inquiète, ça mûrit, on va le sortir. T'inquiète pas, on va le sortir. Parce que c'est vrai que quand on le sort, je suis sorti, je vais le dire, ça m'a poussé à des envies de mort, des fois, de créer. Vraiment. Et je ne sais pas pourquoi. C'est une souffrance. Si vous faites les choses sérieusement, hein, si vous faites n'importe quoi, ok. Mais putain, ça coûte. Et le corps veut pas. Il veut pas. Donc, il faut être gentil. Et quand un corps veut pas, il faut dire, je comprends. Regardons un bout de truc à la télé. Mangeons un morceau. On verra ça plus tard. Alors, des fois, on prend un peu de retard, mais ça vaut le coup. Pardon. Non, mais c'est très touchant. Et je pense que ça parlera même à beaucoup de monde qui crée des choses, quelles qu'elles soient, et qui se... Enfin, je pense qu'on sent évidemment ton émotion, et je pense que ça parle à beaucoup de monde. Je pense qu'il y a... C'est aussi quelque chose, je pense, de contre-intuitif. Je pense, je pense qu'on associe collectivement tous la création, ces formes de choses à du loisir, et donc à quelque chose peut-être de... Au plaisir, il y en a. Plaisir, ouais. Il y en a. C'est sûr qu'il y en a, forcément. C'est très chouette. Mais
Tu vois, par exemple, quand tu vois une bestiole au bord d'un lac, il fait nuit, elle vient boire un peu, et puis elle lève la tête, et en fait, elle est dans la lumière, comme ça, mais dans l'ombre, il y a 20 000 autres bestioles de l'autre côté. C'est une situation de danger. C'est une situation où tu vas mourir, en fait. Et ben, c'est une situation d'un acteur sur scène. Il est tout seul, enfin, moi j'ai fait le truc tout seul, dans la lumière, en face de gens qui sont beaucoup plus nombreux, et dans le noir. La création artistique, en fait, elle n'est pas si naturelle que ça. Elle fait peur. Elle terrorise intrinsèquement. Donc, il faut être au courant, en fait. Il faut être au courant que ça fait peur. Et si tu es au courant que ça fait peur, bah déjà, quand ça t'arrive, tu vois, je te dis, voilà, je te livre un truc comme ça. Moi, j'ai eu des idées, alors que je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Mais il y a un moment, mon corps m'a dit, tu me forces à inventer, mec, ça va mal finir, vraiment. Et ça s'est pas mal fini, parce que, évidemment, parce que je suis finalement un garçon pas si fragile que ça, mais je l'ai contraint, je l'ai mis au pied du mur en disant, sors-le, ce truc, parce qu'on va devenir fou, là. Et en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte. Et même quand ça vous coûte comme ça, vous êtes sûr au moins que vous ne trichez pas. Non, mais c'est très touchant, mais c'est aussi le... Enfin, effectivement, c'est pas quelque chose que les gens imaginent, mais du coup, je pense que certains peuvent se poser la question de, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on crée ? C'est-à-dire que l'artiste qui produit cet effort-là pour créer quelque chose, quel qu'il soit, d'autres pourraient dire, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu vas pas faire un métier plus classique, pas sortir quelque chose qui sort de toi, qui peut être aussi personnel ? Qu'est-ce qui te pousse, selon toi, c'est quelque chose de l'ordre de l'inné, c'est en toi, est-ce que ça se... Non, il y a vraiment des moments où je me suis retrouvé dans la situation de me dire, sans le comparer à d'autres vies, parce que je sais pas si il y a des vies comme ça, si tu mets ligne par ligne sur un papier, je fais ça, ça a l'air chiant, ça a l'air con, ça a l'air machin, puis finalement non, le bonheur peut naître partout, en fait. Mais moi, quand même, il y a eu des fois où je me suis retrouvé sur un plateau de cinéma où je me dis, quand même, on est presque 100, là, à essayer de donner corps à un truc qui a été écrit dans un coin de machin. Tous les talents de mon pays, les plus grands talents de tel et tel truc sont réunis pour essayer de... Et les mecs te disent comment tu vois le truc. C'est-à-dire tout le monde va dans ce sens d'un truc qui vaut rien, qui est faux en plus, qui est complètement comme ça, quoi. Qui est... Oui, faux en sens où, comme tu dis, on ment via ce qu'on crée. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un super beau truc, ça, de mentir, de faire des choses fausses. L'être humain, je ne sais pas pourquoi, il est capable de s'émouvoir autant pour le faux que pour le vrai. C'est très curieux, c'est une particularité dingue. Et du coup, on met beaucoup de sérieux à faire des trucs. Parce que là, tu vois, les gens, je leur ai dit, j'ai failli faire des trucs comme ça. Ils se disent, oh, bon, pour faire Kaamelott, pourquoi tu te fais chier, machin. Oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est un petit peu aussi la preuve que je me fous pas de votre gueule, quoi. ça sort du cœur. Après, ça veut pas dire que ça va vous plaire, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un beau truc, ça. Et des fois, je me dis quand même, si, je vais quand même continuer à faire ça. Et ça montre du coup clairement une sincérité aussi dans ta création, parce que tu évoquais tout à l'heure le fait de ne pas faire quelque chose pour les gens, de ne pas faire du fanservice, de ne pas faire du... je pense que si tu fais du fanservice ou que tu réponds à une commande pour dire les choses, bah dans ce cas, ça vient moins du cœur. Tu réponds à un cahier des charges et tu réponds... on parlait tout à l'heure de l'exemple de Sonic. Alors le pauvre, il devient l'exemple d'aujourd'hui. Mais le risque, c'est ça, c'est de se retrouver dans quelque chose où ça vient moins du cœur, ça répond juste à des... Oui, je pense que, mais alors après, je pense qu'il faut rappeler aussi un peu la position de ce que c'est qu'un spectacle. Je dis spectacle au sens très large du terme. Ouais. En fait, le spectacle, il y a une petite somme à régler pour aller voir un spectacle, pour aller voir un truc de cinéma. Et malgré cette somme, en fait, on peut être très déçu, mais c'est le jeu. Ouais. Voilà, il faut accepter ça. C'est-à-dire que si comment putain, c'est dégueulasse, moi je croyais que j'allais voir faire... Non, c'est le jeu, le spectacle, il faut parier. C'est un pari que c'est cher, c'est vrai, mais c'est cher souvent en retour de quelque chose. Ça a coûté très cher souvent de le faire aussi. Donc bon, personne se moque de vous, même quand vous n'aimez pas. Je pense pas que les gens se soient vraiment moqués de vous. Même pour un très mauvais film, il y a beaucoup de travail. Beaucoup. Ouais. C'est très long de rater quelque chose. Donc, en fait, voilà, personne n'est arnaqué dans l'histoire. Ouais. En revanche, on n'est pas à la carte. On n'est pas à la demande. On fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est quelque chose qu'on fait et qui vient directement du cœur, si on peut prendre cette formulation-là. Absolument. Peut-être pour terminer cette discussion, du coup, dans cette création-là,
À l'inverse, j'ai envie de dire, quel est le moment souvent le plus beau quand on crée quelque chose? Est-ce que c'est dans ce processus encore? Est-ce que c'est au moment où ça sort? Est-ce que c'est... T'as l'impression que les moments les plus beaux dans cette démarche, ils arrivent à quel moment? Sur un score, c'est-à-dire une partition d'orchestre, blanche, le plus beau moment, c'est la clé de sol. C'est là où ça peut... C'est déjà quelque chose, une clé de sol. C'est pas n'importe quel instrument, du coup, puisque c'est en clé de sol. Mais c'est le moment où tu transformes le blanc en quelque chose et où ça peut tout être. Ça peut encore tout être derrière. Ça, c'est un moment génial, ça. Parce que tu sais toujours pas. Je crois que j'aime bien pas savoir, en fait. Ouais. Les artistes et les gens, il y a des gens qui parlent des fois, qui te disent « Ouais, j'ai voulu ça, j'ai voulu ça, j'ai voulu ça. » Moi, j'aime bien pas savoir ce que je veux, je crois. Je pense que ça se ressent et je pense que c'est ce qui fait aussi que tu arrives à, encore une fois, captiver autant de personnes sur autant de choses, que ce soit sur Kaamelott ou sur de la fiction comme sur d'autres domaines. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on prend toujours autant de plaisir à t'écouter et à ressentir, je pense, cette sincérité qui est toujours très, très touchante. Merci beaucoup. Mais merci, monsieur. Pour ton temps, c'était très, très, très intéressant. Il y a plein de sujets que j'aurais pu aborder. Oui, parce que disons, t'en as un tas de fiches. Oui, il y a pas mal de feuilles. Non, mais c'est du bluff. J'ai laissé quelques notes, finalement, avec beaucoup de choses qu'on a pu aborder. Je pense que ça intéressera tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Je t'en prie. Encore pour ton temps. Et puis, du coup, sortie de Kaamelott, le second, le 22 octobre. Absolument, la première partie, en tout cas. Exactement. Parce que là, c'est pour novembre prochain, octobre-novembre prochain. À peu près un an 2026, après. Ouais. Voilà. On suivra évidemment tout ça. J'ai déjà eu les 30 premières minutes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les 30 premières minutes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai très hâte de voir la suite. Merci encore. Merci beaucoup.